Alors, je vous propose, pour finir, cette session, de voir les nouveautés tableau, donc les vraies nouveautés qui, sont sorties en 2020. J'en ai sélectionné quelques-unes parce qu'il y en a plus de 70-80, quelque chose comme ça. Je me doute que vous n'êtes pas là jusqu'à 23 h, ce serait un peu gênant. Il y a du tableau prep, du tableau desktop, tableau serveur. Quand on aura vu ces nouveautés, à la fin, je vous proposerai de voir quelques astuces que j'ai relevées sur Tableau Desktop et quelques visualisations un petit peu custom que vous pouvez tous faire sur vos missions, sur vos données facilement et qui changent un petit peu de ce qu'on voit au quotidien. Alors, je vais passer en mode présentation. Hop là, très beau chargement. La grosse nouveauté sur Tableau Prep, c'est le rafraîchissement incrémental. Le rafraîchissement incrémental va aller chercher en fait lors d'un rafraîchissement les dernières lignes qui sont arrivées dans la source de données sans avoir à devoir rafraîchir toute la source de données. Vous avez par exemple 10 millions de lignes sur une base PostgreSQL. Il y a 200 000 lignes qui arrivent le jour suivant. Au préalable, historiquement parlant, Tableau Prep allait chercher 10 millions, 200 000 lignes. Maintenant, il a la capacité d'aller chercher plus que 200 000 lignes et donc forcément de réduire les temps de rafraîchissement, les temps de traitement des flux Tableau Prep. Tableau Prep qui, pour info, est disponible dans vos licences Tableau Creator. C'est intégré en tout cas dans cette licence. Écriture en base, c'est la deuxième grosse nouveauté pour moi, en tout cas en 2020. C'est cette possibilité que Tableau Prep a d'aller chercher, par exemple ici on le voit, différentes sources de données. On peut aller chercher des fichiers Excel, des fichiers TXT, une base PostgreSQL. On va faire tous nos traitements ici. Et à la fin, on a la possibilité de sortir, je dirais, la donnée, par exemple, sur cet outil et de historiquement créer un fichier .hyper qui est un fichier de stockage .hyper, fichier de stockage de données optimisées Tableau. On avait la possibilité de publier cette donnée sur Tableau Serveur. Maintenant, on aura la possibilité de republier cette donnée sur la même source de données, sur une base SQL, sur une base Postgre, sur une base Oracle. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour centraliser la donnée et rester voilà, sur les mêmes thématiques, par exemple. Pas de chance, ça charge. Sortons de Tableau Prep, allons visiter un petit peu Tableau Serveur. Sur la version 2020.1, ce n'est pas quelque chose de très visuel, mais en tout cas maintenant, quand il y a une nouvelle licence pour les responsables informatiques, c'est très intéressant. C'est une activation qui se passe à la connexion, donc au login. C'est-à-dire que vous avez plus cette clé TD, TP, TS, etc. Les problèmes de connexion sont bien amoindris et tout simplement, vous avez un mail, vous vous connectez, votre mail a été préenregistré par l'informatique, par exemple, au préalable, et tout simplement, vous êtes validé. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple d'ajouter des nouveaux utilisateurs sur votre parc Tableau Serveur. Je me permets de t'interrompre. Nicolas, vous utilisez déjà cette fonctionnalité? Ah. Tu l'as pris de court aussi. Hein. Non, non, je t'écoute. Non, on ne l'utilise pas encore. Parce qu'on n'a pas eu de nouveau compte à mettre en ce moment. Bon, tu nous diras si du coup, ça te simplifie la vie. Voilà, c'est un problème de riche, il n'a pas besoin de nouvelles licences. Très bien. Les animations, j'étais le premier à crier un petit peu au gadget, entre guillemets, en me disant oh, Tableau quand même, les animations, on n'a pas mieux à voir. Et franchement, en les ayant utilisés, de plus en plus, je me dis, c'est vraiment pas tant gadget que ça. Ça me permet vraiment d'avoir un suivi d'un point avec sa transition entre une année et une autre, entre une catégorie de produits et une autre, sans avoir cette espèce de changement de page très brutal, très brusque, qui me fait perdre en fait le contexte. On le verra tout à l'heure, on va créer une visualisation basée sur une animation. Mais bon, c'est vraiment très intéressant et vraiment pas gourmand pour Tableau Serveur en termes de performance. Petite amélioration de l'utilisabilité, on va dire, dans Tableau Desktop. On a la possibilité maintenant de filtrer tout en haut à gauche depuis la 2020.2 des champs qui ne seraient par exemple que des mesures, que des calculs ou que des champs qui contiennent des commentaires. Vous savez, les fameux commentaires à l'intérieur des champs calculés quand on tape / et qu'on documente les différents calculs. Donc ça, c'est vraiment intéressant et surtout quand on a des classeurs volumineux.
Ça, c'est 2020.2 sur tableau desktop. On a parlé, je crois que c'était il y a 1 an, jour pour le même événement en physique à Niort. J'avais annoncé les nouveautés de la conférence Las Vegas, justement, sur les relations. Ça y est, c'est sorti depuis février ou mars, je crois. C'est vraiment, ça bouscule vraiment le modèle de données Tableau et ça rend les choses beaucoup plus simples d'accès. Euh, cette couche logique qu'on voit ici, qui a été ajoutée, je vais la mettre en bleu, voilà, ça, tout ce qui est ici en haut, en fait, c'est ce qui n'existait pas avant sur Tableau, avant la 2020.2. Avant, vous aviez que la partie qui est en bas, décidément. Je suis désolé si vous avez un petit peu la nausée, je fais des zooms et des dézooms, pardon. Mais voilà, historiquement, on n'avait que la partie du bas, le fameux modèle de jointure, où il est difficile d'aller combiner des données avec des niveaux de détail différents, des granularités différentes. Il faut être très vigilant, c'est un petit peu capricieux. Maintenant, depuis la 2020.2, on a la possibilité, avec le modèle qu'on appelle ici le modèle, la couche logique, d'utiliser les relations. Les nouilles, ils appellent ça les nouilles parce que vous voyez ici les liens qui sont faits entre les tables ressemblent à des nouilles en fait, voilà, tout simplement. L'avantage de ces nouilles en fait, c'est que vous n'avez plus besoin de dire c'est une jointure gauche, c'est une jointure droite, centrale. Vous n'avez plus besoin non plus de passer un temps fou à vous poser la question cette table est liée à quelle table, etc. C'est vraiment beaucoup, c'est très automatisé, c'est encore plus self-service et ça vous permet justement d'avoir une navigation dans les granularités à la feuille de calcul plutôt qu'au modèle global Tableau. Je vais passer sur la slide suivante pour aller un petit peu dans le détail. Hop. Voilà, sur cette slide, j'ai fait une toute petite démo sur un jeu de données, sur des libraires qui écrivent, des auteurs pardon, qui écrivent des livres. Il y a différentes tables, il y a des éditions, on le voit ici, des éditions, des awards gagnés pour certains livres, des auteurs, etc. La première chose que j'ai fait ici, c'est de créer un modèle de données à base de jointures. Et forcément, ayant des granularités différentes, quand j'ai placé ma mesure nombre de pages rédigées par jour, eh ben, on avait des données complètement aberrantes. Voilà. Sauf si on écrit très très vite, mais 139 millions de pages par jour, c'est costaud. J'ai fait exactement la même manipulation avec les relations, les fameuses relations, les nouilles, et le résultat de ma visualisation, lui, était beaucoup plus propre et beaucoup plus parlant. Donc on tournait vraiment autour des 13 pages, 12 pages, 11 pages et demie, parce que les relations avaient détecté différents niveaux de granularité et avaient pu, en fonction de ma feuille de calcul, m'afficher le bon résultat. Ça, c'est vraiment quand vous traitez et quand vous êtes en train de construire votre modèle de données sur Tableau desktop. On est hors Tableau prep pour l'instant. Je vais y arriver, je vous promets. On enverra à la presse hein, à la fin de cet échange et j'ai fait voilà, un petit versus si vous vous posez la question quelle est la différence entre la nouvelle fonctionnalité, donc les relations, les jointures et la fusion. J'imagine que certains d'entre vous utilisent la fusion, la combinaison de données. Je pense que c'est voué à être remplacé par les relations à terme, mais sachez que voilà, ce versus est assez intéressant à voir et il vous permettra de décider facilement quelle fonctionnalité utiliser pour quel besoin. Un tout petit point sur les connecteurs cette année. On a eu pas mal de choses du côté de Salesforce et de SAP HANA. Donc de gauche à droite de la 2020.1 à la 2020.3. On a eu aussi des améliorations côté Impala Connector, côté Snowflake et Google BigQuery. Nouveau connecteur pour Presto et Esri Data Connector. Je vous enverrai évidemment la liste des nouveautés avec plus de détails sur ce qui a évolué. Parce qu'à mon avis, il y a quelques personnes, je pense, qui sont intéressées sur la partie SAP HANA et Salesforce. La fameuse page tableau des fonctionnalités, quand vous aurez le PDF à la fin, n'hésitez pas à cliquer sur l'image, ça vous amènera aux dernières nouveautés de cette année avec toutes les listings, les gifs, les vidéos explicatives, etc. Ok, si vous n'avez pas trop de questions, s'il n'y a pas de demande particulière, je continue, n'hésitez pas à me couper en tout cas si vous avez besoin.
Tips and Viz. J'ai appelé ça Tips and Viz parce que j'aimerais vous présenter voilà, 3, 4, 5 astuces et 3 visualisations que je trouve vraiment intéressantes et que j'utilise de plus en plus en mission chez nos clients. Ça va parler à certaines personnes d'ailleurs. Commençons tout de suite par les astuces. On va basculer sur, hop là, tableau. Tac. On va aller sur ce tableau de bord, magnifique tableau de bord. Non, je plaisante, il n'est pas si beau que ça. La première astuce concerne le fait quand on a par exemple un classeur tableau qui est vraiment très conséquent avec beaucoup de feuilles, on est parfois un petit peu perdu, on n'a pas masqué toutes nos feuilles ici en bas, et il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire voilà, un clic droit sur une feuille, et ce petit menu ici, il est tout nouveau, utilisé dans. Quand je clique dessus, en fait, Tableau va me dire cette feuille, elle est utilisée dans tel classeur, telle story, telle histoire, etc. Et après, j'ai juste à cliquer dessus pour basculer à l'endroit où cette feuille est utilisée. Ça peut être pratique pour des gains de temps dans vos développements. C'est la première astuce. La seconde, c'est l'échange de feuilles rapides. Alors celle-là, cette fonctionnalité, elle existe depuis quelques temps. Je ne sais pas si vous en servez. Moi, j'aime beaucoup. Elle va vous permettre de remplacer une feuille dans votre tableau de bord par une feuille déjà existante sans avoir à faire les manipulations et les 6, 7, 8 clics. Je vous montre comment je faisais de manière historiquement. J'allais chercher par exemple ma feuille. Je la mettais à la place ici. Ça me rajoutait ma légende, c'était pénible, je quittais, voilà, j'enlevais la légende, voulez-vous enlever, etc., etc. Voilà, un petit peu long. Alors, vous allez peut-être sourire, mais quand on crée beaucoup de tableaux de bord, quand vous êtes dans une période de production assez intense, il existe voilà, une fonctionnalité où vous pouvez cliquer sur la feuille que vous souhaitez remplacer et tout simplement, avec ce bouton ici, je ne sais pas si le zoom marche sur GoToMeeting, mais là j'ai fait un zoom, on verra. Il y a ce petit bouton switch ici, quand je clique dessus, tac, ça me la remplace automatiquement et ça garde les proportions. Donc là, voilà, en un clic ou deux, c'est fait. C'est vraiment intéressant. C'est aussi utile quand vous avez des dashboards qui sont très complexes avec des containers les uns dans les autres. Où est-ce que je glisse cette feuille, etc. Voilà, allons à l'efficace. C'est vraiment une astuce que j'utilise souvent, en tout cas, lors de mes développements. Le copier-coller d'un classeur à l'autre, je pense que vous connaissez un petit peu déjà, mais il est possible de copier-coller un graphique d'un classeur tableau à un autre, et même d'un classeur tableau venant d'une version de tableau antérieure à une nouvelle version, par exemple. C'est possible. Par exemple, prenons le Visual Vocabulary d'Andy Kribel, notre coach à Londres qui a créé cette comment dirais-je, Bible, on va dire, des visualisations où on va avoir tout un tas de visualisations triées en fonction des corrélations, des déviations, etc. Je suis intéressé par voilà, le Connected Scatterplot, le nuage de points connecté. Je vais cliquer dessus. Je vais aller par exemple dans ma feuille, pardon, ici, clic droit. Alors là, c'est très simple, c'est juste je fais un copier en fait. Copier. Ne faites pas CTRL-C, ça ne marchera pas. Il faut vraiment faire le clic. Je viens sur le classeur sur lequel moi je travaille actuellement. Clic droit, coller. La feuille arrive sans problème. Je peux l'utiliser sur un tableau de bord qui est déjà existant ou pas, ou un nouveau, peu importe. Ma feuille de calcul est forcément la source de données qui va avec. Si c'est une source de données, si c'est un serveur, évidemment, il va me demander des accès, etc. Mais en tout cas, là, on travaille sur des points hyper ou des fichiers plats, donc c'est pas nécessaire. Ça paraît être anecdotique, mais c'est intéressant quand vous séparez les développements dans une équipe et qu'à la fin, vous souhaitez consolider, par exemple, vos classeurs. Ça peut être intéressant pour répartir un petit peu la charge comme ça. Dernière astuce. J'ai menti. Avant dernière astuce, on va aller sur Chrome. Data. Alors ça, c'est rigolo. Voilà, vous avez un fichier Excel ou un spreadsheet en ligne, peu importe. Ça peut même presque être un site web. J'ai déjà essayé sur un tableau d'un site web sur Wikipédia. Vous prenez cette feuille, vous copiez. Vous allez sur tableau ici. Juste, tes quantités, tu n'as pas précisé, mais je crois que Bastien n'a pas 7 enfants. Et moi, j'en ai pas 4. C'est pas les enfants. C'est pas les enfants, d'accord. Pas précisé ce que c'est. Par contre, Bastien a 7 tout simplement parce que c'est lui le client. Voilà. Faut pas le vexer. Donc je copie
ces données. Et en arrivant sur tableau, je colle en fait avec CTRL-V. Et en fait, ça me crée une nouvelle source de données ici. Et j'ai bien mes dimensions que je vais retrouver là. Hop là, voilà. Les emails, les ID, les noms, les prénoms et les quantités qu'on a vues juste avant. Et ça me fait une source de données clipboard qui peut être renommée. Et par contre, attention, cette source de données, elle n'est pas sur votre ordinateur. Faudra générer un point hyper derrière pour la retrouver. Voilà, sur des tests, sur des choses comme ça peut être intéressant. Retournons sur ce classeur. Une fonctionnalité que j'ai trouvée, une astuce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Dans le menu ici, tout en haut, fichier, vous avez la possibilité de rétablir à enregistrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez travaillé une bonne heure et vous souhaitez revenir en arrière jusqu'au moment initial où vous avez enregistré. C'est possible, plutôt que vous savez d'avoir à frénétiquement appuyer sur le CTRL Z jusqu'à ce que la touche du clavier se mette à fondre. Voilà, rétablir à enregistrer, vous réinitialisez jusqu'au début sans avoir à fermer votre classeur et le rouvrir, par exemple. Et l'autre petite astuce, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez déjà, exporter en tant que version ici, ça vous donnera la possibilité de enregistrer votre classeur actuel qui est en 2020.2 dans une version précédente, 2019.2 jusqu'à 10.5, pas au-delà, parce qu'après c'est vrai que ça fait des écarts assez importants. On n'est pas tout le temps tous sur la même version, donc ça peut être intéressant d'utiliser cette fonctionnalité. Ok, c'en est tout pour les astuces. Ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions, je vais laisser un tout petit temps de pause, c'est de passer aux visualisations. Alors, les visualisations, on va en faire 3. La première, c'est un nuage de points avec animation. Ça peut faire un peu peur, mais c'est aussi une façon de vous montrer comment on enclenche les animations sur tableau. Donc la première chose que je vais faire, c'est me rendre sur la bonne source de données ici, voilà, qui vient traiter de l'espérance de vie et du nombre d'enfants moyens par femme. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, je vais aller glisser mes deux mesures en ligne, mettre ça en moyenne, sinon ça va me faire des sommes d'enfants et d'âge assez folles. On va prendre ici les dépenses, hop là, voilà, c'est ça, les dépenses. Je me demande si, oui c'est ça, je me suis trompé de source de données. Donc hop là, on rembobine, voilà, ici, life expectancy, c'est celle-là. Je la mets ici, que je passe en moyenne, autant pour moi. Et le nombre d'enfants, voilà, c'est ça, que je passe aussi en moyenne, voilà. Les régions, on va les passer en couleur. Donc là, on va avoir une couleur pour chaque région du globe. Les pays, je vais les passer en détail. Donc chaque pays sera un point et sa couleur sera la région dans laquelle il se situe. Nuage de points classique hein, finalement. Et ensuite, ce qu'il me manque, c'est la population en taille. Donc là, on va pas se mentir, on a quelque chose qui n'est pas très très beau. On va juste le retravailler un tout petit peu. On va passer en cercle. Potentiellement, là, ce serait pas mal aussi de réduire l'opacité. Voilà. Là, ça commence à être pas mal. Et la dernière chose à faire, c'est de passer les années en page. Donc le menu page, en fait, va vous permettre d'animer ce nuage de points pour essayer de trouver quelque chose qui sort des sentiers battus quand on passe de 1960 à 2015. Si j'anime ce nuage de points, voilà ce qui se passe. Donc j'ai bien mon animation qui se déclenche toute seule. Là, je ne touche pas la souris. Mais vous voyez, c'est très crantelé en fait. Et on ne voit pas forcément le passage d'un état à un autre de manière fluide. Grâce aux animations que je vais activer tout de suite, on va aller dans Format, ici, Animation. C'est franchement pas compliqué, tout simplement, on va les activer. Et à partir de là, une seconde, ça me semble un peu long, pardon. On va passer à 0,30 secondes. À partir de là, on va pouvoir faire Play. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide. On va avoir vraiment cette transition du point plutôt que quelque chose de saccadé. Et c'est encore plus parlant si je prends 1960 et que je clique tout de suite ici sur la dernière année. Alors, on va passer sur une seconde, ce sera plus probant. Voilà.
1960, 2013. J'ai la possibilité comme ça vraiment de, tiens, comment a réagi par exemple la Chine, je ne sais pas moi, le Brésil, entre 1960 et 2013. Je vous montre sans l'animation. Impossible de suivre le point de son départ à sa fin en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a convaincu d'un point de vue des animations et qui m'a fait dire ok, c'est pas qu'un gadget, j'ai compris, ça peut être intéressant dans certains cas de figure. Deuxième visualisation que j'aimerais vous montrer, je pense que ça vous est tous arrivé quand vous créez par exemple une visualisation sur, alors je vais aller sur Hypermarché, sur vos ventes par exemple. Je vais mettre les segments, les catégories ici, et je vais mettre mes ventes, hop, voilà. Donc là, vraiment quelque chose de très simple, hein. J'ai mes ventes par segment et catégorie, mais ce qui est intéressant parfois, c'est de voir les différentes commandes. Par exemple, si je clique sur analyse et que je désagrège les mesures, j'aurai plus une somme des ventes, mais le prix d'une vente avec un point positionné dans l'espace. Je clique, voilà. Donc ça, c'est pas très beau, hein, on est d'accord. On va mettre ça en point. Voilà. Vous voyez, même les changements de couleur maintenant sont animés et on va réduire un peu ça. Donc là, je vois vraiment la distribution des commandes. Je peux voir que par exemple, la plus grosse commande, c'est 8 000 € en fourniture de bureau. Je ne sais pas ce qu'ils ont acheté, mais disons, ça coûte cher pour le secteur des entreprises. Le problème, c'est que ici, j'ai potentiellement voilà, une grosse densité de points et impossible pour moi de savoir si j'en ai 1000, 5000, 500 000. C'est pas possible. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un champ calculé qui n'est pas présent dans ma librairie de champs calculés. Donc, si je la ramène ici, c'est tromper d'écran. Voilà. Ici, si je tape R, vous voyez, je n'ai pas la fonction qui s'appelle random. Et la fonction qui s'appelle random va me permettre, en fait, de donner un positionnement aléatoire à un point. Voilà. Pour que je puisse plus facilement, donc là, en fait, si vous voulez, sur la largeur, ça va m'écarter mes points de manière totalement aléatoire, juste à l'horizontale, pas à la verticale, sinon je fausserais mes ventes. Et ça va me permettre de voir plus facilement la densité. Là où tout à l'heure, je ne voyais rien du tout, maintenant, je suis capable de dire que ici, ici et ici, j'ai quand même des densités de points assez hautes par rapport aux autres catégories où c'est moins le cas. Et après, bien sûr, on peut aller jouer sur le montant des ventes qu'on peut mettre en couleur, etc., sans problème. Cette représentation graphique s'appelle un jitter plot. Alors plot, c'est graphique, et jitter, c'est trembler ou secouer. Donc c'est assez drôle, je trouve. C'est vraiment l'idée de casser mes points et de les secouer, de tout mélanger pour avoir cette notion de points ici. Faites attention quand vous utilisez ce genre de graphique, et même le nuage de points qu'on a vu juste avant, faites toujours attention au nombre de repères que vous utilisez ici. 10 000 points, ça va. Plus, c'est gourmand. OK. La dernière visualisation que je voulais vous présenter, c'est un slope chart. Le slope chart, qui s'appelle donc graphique à débordement, c'est un graphique que je trouve vraiment intéressant parce qu'il va nous permettre de voir l'état d'un point entre un temps A et un temps B de manière très visuelle, là où on aurait dû construire ça avec 2 feuilles en général, et on aurait dû faire des allers-retours d'une feuille à l'autre pour comprendre ce qui se passe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer nos années, hop là, en colonne, très bien. Je vais garder juste peut-être, je vais afficher le filtre, voilà, c'est ça. Je vais tout enlever ici et je vais juste garder 2010 et 2014 par exemple. Donc là, je n'affiche vraiment que 2 années ici. Et je vais aller placer par exemple voilà, la moyenne, zut, j'ai perdu le nom, l'espérance de vie, voilà. Je vais écarter ce graphique, voilà. Donc là, en fait, on a l'espérance de vie totale entre 2010 et 2014. Et ça, en fait, je vais aller l'exploser en pays. Ouais, c'est ça, en pays, pour pas faire de bêtises. Dans le détail ici. Et vous voyez, j'ai vraiment, entre 2010 et 2014, l'évolution de chaque pays sur leur espérance de vie. Est-ce qu'ils ont
fortement augmenté? Est-ce qu'ils ont été stables? Est-ce qu'ils ont baissé? Le seul problème, c'est que j'aimerais que la couleur me guide un petit peu plus. Donc là, on va créer un champ calculé que en fait, je triche un petit peu, je l'ai créé au préalable parce qu'il fait un petit peu peur. Attention, accrochez-vous à vos chaises. Voilà, je sais, ça pique un peu. Mais j'ai traduit, il y a les sous-titres. Typiquement, ce que dit ce calcul, il dit pour chaque catégorie placée dans la vue, isole-moi, alors les ventes, non, isole-moi les pays, hop, entre 2014 et 2015. Commentaires, pas très bien ça, très mauvaise pratique de laisser des commentaires qui viennent d'un autre calcul. Je serai puni. Typiquement, en fait, on dit à tableau, dans mes années ici, isole-moi 2010, pardon, et isole-moi 2014 pour en faire quelque chose de distinct qui va me permettre de savoir s'il y en a un qui a été plus grand que l'autre à un instant T. Ce classeur, je vous l'enverrai si vous voulez jouer avec. Mais ce que ça va me permettre de faire, en fait, c'est d'avoir un champ booléen ici, un true false. Et quand je vais le glisser en couleur, hop, voilà, tout simplement, à partir du moment où un pays a perdu en espérance de vie, entre 2010 et 2014, le trait, au global, le trait deviendra rouge. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, plutôt que d'avoir deux feuilles avec, je ne sais pas combien de barres, il y a 70 repères, donc c'est ça, il y a 70 pays, ça aurait été vraiment illisible. Là, grâce au mouvement du trait et sa couleur, très facilement, on voit quels sont les pays qui ont fortement gagné, perdu, et on peut aller un tout petit peu plus loin, par exemple, si on veut rajouter des points, on pourrait faire un axe double ici. Voilà, je crée un axe double. Ça, vous avez dû le voir si vous avez suivi une formation. On va passer ça en cercle. Et voilà. C'est pas beau ça, franchement? Non, je plaisante, on va réduire les cercles, hein, bien sûr. Hop là, voilà, ça me permet de voir plus facilement le début et la fin du point. Alors, on va peut-être faire un petit peu plus gros. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à synchroniser nos axes pour que ce soit un peu plus parlant. Yes, voilà. On pourrait aussi éventuellement afficher le nom des pays à gauche ici, avec un peu plus de travail. Et puis après, il n'y aurait plus qu'à finalement cacher les en-têtes, positionner ça dans un tableau de bord avec un titre bien parlant. Et voilà, le tour est joué. Voilà, ces trois visualisations que je vous ai montrées, donc je les repasse rapidement. Le nuage de points animé grâce au menu page ici. Le jitter plot, donc le graphique qu'on secoue finalement pour percevoir plus facilement la densité de points. Et le slope chart, le graphique à débordement qui va me permettre de voir une transition plus facilement d'une année sur l'autre.